Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans le processus économie, etc. Puisque j'ai vu, d'une part, que ça vous plaisait, qu'il y a pas mal de débats dans les commentaires, etc. Et de toute manière, voilà, je pense que, entre guillemets, la vérité est ailleurs. Voilà, personne ne détient la vérité et voilà, on parle quand même sur des phénomènes et sur des cycles qui sont très long terme et qui sont très complexes, il y a beaucoup de variables. Donc bien évidemment, on peut en effet y réfléchir, mais en effet, on a tous les arguments qui quelque part, ou les contre-arguments qui se valent. Et donc derrière, suite aux dernières vidéos que j'ai faites, il y a beaucoup, voilà, on reparle beaucoup de la japonisation de l'Europe. Donc c'est le fait de se dire, en effet, que ce qu'on a vu sur le Japon, et ce que je vous ai dit déjà dans une précédente vidéo, qui est quand vous avez une dette qui est trop importante, vous avez deux choix. Soit vous faites une crise de la dette, et donc quelque part vous vous crachez d'un coup, et puis ensuite vous récupérez, mais c'est quelque chose de très violent, c'est quelque chose qui dure, ça dure pas longtemps, mais c'est très violent, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, et derrière vous vous remettez. Soit vous voulez éviter à votre population, justement, et à votre système de rentrer dans ce mode crack, et donc vous essayez de lisser la chose. C'est ce que le Japon a fait notamment, et c'est derrière ce qui mène à des décennies, ce qu'on appelle la décennie perdue, etc. En l'occurrence, pour le Japon, ça a été plutôt 20 ans. Donc là, l'idée, c'est de se dire que vous avez une croissance molle, en fait, pendant des années, des taux qui sont proches de zéro, pendant des années également, et donc finalement une croissance qui est à peu près au niveau de l'inflation, et donc en gros ça fait peanuts quoi. Donc l'idée c'est toujours la même, donc ça c'est le Japon. Et comme on en avait déjà discuté il y a longtemps dans des précédentes vidéos, notamment quand on avait parlé de l'immobilier, c'est derrière la question justement de la démographie. Et quelque part donc du coup, on lit donc de plus en plus de personnes qui commencent en effet à voir ce qui se passe en Europe comme justement une japonisation de l'Europe, c'est-à-dire on irait donc du coup sur des taux qui resteraient très bas pendant très longtemps, et du coup une croissance qui resterait molle, une inflation également qui resterait molle, bref, on serait sur un scénario à la japonaise. Alors l'idée derrière, c'est d'essayer, alors il y a beaucoup de personnes du coup qui comparent le Japon avec une dette qui est assez énorme et l'Europe, et en effet, les dettes, bien entendu, sont en croissance, mais derrière, comme je vous l'ai toujours dit, il faut savoir séparer ce qui est une bonne dette, ce qui est une mauvaise dette. Une bonne dette, pour moi, c'est une dette qui est détenue par le peuple, une dette qui est détenue à majorité par la population. Par contre, cette bonne dette peut devenir une mauvaise dette, c'est-à-dire que quand votre population baisse, et c'est ce qui va arriver dans les années à venir, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, qu'on soit justement au Japon, on est justement, on le sait, dans une baisse démographique, le baby boom va arriver à son terme. Maintenant, la question qui est très intéressante, et quand on regarde le Japon, on est sur une population qui va être quasiment, dans les 50-80 années à venir, divisée par 2. Alors bien évidemment, on voit qu'on a une grosse dette, on a cette dette qui du coup, en fait, à l'avenir, va devoir être supportée par beaucoup moins de personnes. C'est-à-dire que même si on est sur une dette qui est importante, mais le système tient parce que cette dette, elle appartient majoritairement à la population, et la problématique, c'est quand justement cette part de dette va devenir de plus en plus grosse par foyer, puisque bien évidemment, on va être dans une démographie, dans une pyramide des âges qui s'inverse tout simplement. Parce que quand on regarde le Japon, la grosse problématique du Japon, et aussi c'est ça le point important, on parle toujours de la démographie dans le sens où les populations vont baisser. Et c'est pas ça le réel problème. Le réel problème, c'est ok, très bien, vous avez une population qui baisse, mais donc c'est quelle est la part de vos personnes âgées, au-delà de 65 ans, par rapport à la part de vos actifs déjà, puisque en tout cas en France et puis dans d'autres systèmes également, on a besoin d'une population suffisamment active qui puisse payer évidemment pour les populations non actives, et puis derrière, quelle est votre part de jeunes derrière, et surtout quand vous essayez de vous projeter à 2030-2050. Et c'est là justement où on a les plus grandes différences avec le Japon, pour moi, et surtout c'est une problématique de culture. Pour moi, le plus gros problème du Japon, et finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est toujours l'histoire. Regardez, c'est pas la première fois dans le monde et dans l'histoire du monde que l'on va connaître une hypothèse et une baisse de démographie. Ça a déjà été le cas. Si on regarde même l'histoire récente, ça a déjà été le cas. Mais l'Europe a toujours en fait répondu à ce besoin de repopuler un petit peu leur classe d'actifs et repopuler leur jeunesse, et donc relancer un petit peu la natalité, etc., par l'immigration. Et l'avantage, je dirais, que l'Europe a par rapport au Japon,
c'est que l'immigration fait partie de notre culture. Et le Japon, s'ils veulent justement favoriser l'immigration, c'est un petit peu plus compliqué parce que culturellement, c'est un pays qui est très japonais. Donc également dans des pays d'Europe, on a aussi des pays, notamment en Europe de l'Est, où c'est des pays voilà, qui, au niveau de l'immigration, n'acceptent pas encore trop l'immigration, même si vous avez quand même énormément d'immigration en Europe de l'Est. Vous avez beaucoup, les Ukrainiens également, vous avez des Biélorusses, et vous avez également aussi beaucoup de Vietnamiens, et beaucoup d'Indiens également, qui sont de plus en plus en train d'arriver. Donc vous avez ce type d'immigration. Et en France, évidemment, on connaît l'immigration, et en Allemagne également, on connaît l'immigration. Et on sait tous les bienfaits que l'immigration peut avoir à long terme. Alors là, évidemment, c'est un gros débat, et c'est une raison aussi pour laquelle on a du populisme, etc., du nationalisme qui revient, tout ce que vous voulez. Mais l'immigration, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immigration, dans la tête de la majorité des personnes, c'est justement des personnes qui arrivent, qui ne sont pas formées, qui sont justement, on va dire, avec des formations qui sont très basiques. Et donc, quand vous arrivez sur des pays comme la France, où on n'a plus réellement d'industrie aujourd'hui, on n'a pas réellement d'emploi pour ces personnes. Donc, on aurait tendance à dire que cette immigration-là, ces personnes-là, du coup, ne vont pas servir au système, puisqu'elles ne sont pas actives, et que donc, en fait, le système va devoir payer pour elles. Mais la grosse différence, et si on regarde vraiment les chiffres, la vraie immigration et la vraie bonne immigration, c'est justement aujourd'hui ce que l'on voit, c'est que l'immigration qui arrive, c'est des personnes qualifiées, et souvent hautement qualifiées. Donc c'est-à-dire, l'immigration, ce n'est absolument pas un mal, et au contraire, je pense que c'est un bien à long terme. Et surtout, pour l'Europe, on a une culture où on accepte l'immigration de manière générale. Et donc le gros avantage qu'on a par rapport à un Japon, c'est que d'une part, notre population, elle va pas tant baisser que ça, c'est-à-dire que vous avez en effet une population qui va baisser, c'est normal puisqu'on a de plus en plus de personnes âgées, et donc ça crée la peur au niveau des retraites. Mais si vous regardez bien également, on a toujours une base de personnes actives qui est confortable, et surtout on a beaucoup de jeunes, on a encore une natalité, certes, elle est en chute année après année, mais on a encore une natalité qui pour l'instant nous permet de ne pas croire à un scénario à la japonaise. Et donc, c'est là pour moi où il y a cette différence entre le Japon, ce que va devenir potentiellement le Japon, et ce que peut devenir l'Europe. Et donc du coup, également, je serais tenté de dire, les bienfaits à long terme de l'immigration. Et je dirais, l'avantage pour l'Europe, si à un moment donné il y a une problématique en effet de démographie, de pouvoir aller chercher cette problématique de par l'immigration, et donc favoriser également l'immigration, mais favoriser de l'immigration sur des qualifications justement dont on a besoin, et surtout voilà, sur une société en Europe qui va devenir de plus en plus tournée de service. Mais par contre, si vous regardez sur l'Europe de l'Est, là par contre on a besoin d'autres qualifications. Donc c'est tout l'avantage et toute la compréhension de la richesse de l'Europe également. C'est-à-dire on a tendance à dire que voilà, à cause de l'euro et à cause de cette zone euro justement qui a été trop élargie, on a des pays qui ont trop de différences, et c'est vrai, mais en même temps c'est également aussi une force, c'est-à-dire que si on regarde sur du très long terme, 2050, allez jusqu'à 2100, en fait l'Europe, je le pense sincèrement, va être capable en fait d'amortir sa chute démographique. Et surtout, elle va être capable de l'amortir, alors la population va baisser, mais surtout on va être capable justement de faire face justement à une part qui est un peu plus importante de personnes âgées, mais on a beaucoup plus de personnes actives. Avec l'immigration, on peut aller chercher encore plus de personnes actives, et puis surtout, tout ça, ça peut essayer de redynamiser aussi la natalité. Et l'État, bien évidemment, peut toujours faire de l'interventionnisme pour essayer de relancer un petit peu la natalité et essayer de remotiver. C'est ce qu'ils font également dans des pays de l'Europe de l'Est, et voilà, en faisant du social de cette manière-là. Voilà un petit peu, voilà, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer comme ça va pas se passer comme ça, j'en sais absolument rien. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, il faut voir la chose comme si c'était une pièce de monnaie. Et donc vous avez toujours deux faces à cette pièce de monnaie. Et donc il ne faut pas regarder que les arguments d'une face, sans justement regarder les contre-arguments de l'autre face. Et ça, je pense que c'est très important. Et en effet, on peut connaître un scénario à la japonaise dans les prochaines années, mais si on s'étend à plus loin, 2030, 2050, mais peut-être même plus loin, je pense qu'il y aura une différence, justement, vis-à-vis de la population et la démographie. Pour moi, et la pyramide des âges, c'est quelque chose de très important à regarder. Et je pense justement que l'Europe a les armes aujourd'hui, a la capacité de pouvoir faire
face justement à cet enjeu démographique qui va arriver ces prochaines décennies, contrairement à un pays du Japon où j'ai du mal, parce que la solution historiquement a toujours été l'immigration, et culturellement, le Japon, aujourd'hui, ils sont plus en mal d'accepter. Donc peut-être que ça viendra avec le temps, de toute façon par la force des choses, mais ça sera ça aussi qui sera intéressant. Et donc du coup, si on doit parler d'une japonisation de l'Europe, je dis potentiellement pas. Potentiellement, il faut faire attention. Et en effet, on est dans un vieillissement de la population, mais plutôt que de regarder uniquement le vieillissement de la population et donc la baisse éventuelle de la population, je pense que c'est beaucoup plus important de regarder les ratios et les parts justement, et l'évolution des parts entre les moins de 20 ans, en gros, les personnes actives, donc à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, et puis derrière, les plus de 65 ans. Et donc si on regarde ça, on voit que quand même l'Europe a une certaine place de choix. Et donc après, c'est là où ça va être très intéressant politiquement, comment justement on va pouvoir utiliser ces forces-là, puisque ce sont des forces aujourd'hui, et derrière, comment on pourra utiliser, après il y a la question de l'euro, et derrière, comment on peut justement faire en sorte de se donner les moyens de récupérer de la force au niveau également de la gestion de la monnaie. Et ça passe pas forcément par un arrêt de l'euro, c'est pas seulement ça, ça peut passer par une redéfinition justement, et par essayer d'aller au bout des choses. Donc c'est ça toujours la question, et il faut éviter de voir dans tous nos mots actuel, justement, de voir une seule raison qui serait éventuellement l'euro. C'est pas certain, si on avait gardé nos monnaies nationales, qu'on ne serait pas aujourd'hui dans la même situation. Potentiellement, oui, on aurait pu dévaluer, etc., mais dans le sens commun de la zone euro, est-ce que réellement on serait dans une meilleure position aujourd'hui? On ne le sait pas. Donc c'est pour ça il faut faire attention de vouloir trop taper sur des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui, dans l'économie actuelle, sont avec énormément de variables. En fait, c'est très compliqué. Et de toute façon, vous le voyez, regardez le nombre d'économistes que vous avez, regardez le nombre de penseurs économiques que vous avez, et je veux dire, on a tous les mêmes données en face de nous. Et pourtant, vous avez des personnes qui vont vous dire X et des personnes qui vont vous dire Y. La réalité, c'est qu'on avance au fur et à mesure, et de toute manière, rien n'est inscrit dans le marbre, puisque les États, les politiques et les économies peuvent très bien changer, de nouvelles lois peuvent très bien arriver, vous pouvez avoir de nouveaux phénomènes également qui viennent impacter d'une manière différente une certaine variable, et que donc forcément le résultat sera impacté différemment. Donc tout ça, pour moi c'est passionnant. Pourquoi? Parce que rien n'est gravé dans le marbre, et donc on ne peut pas avoir une assurance sûre et certaine sur qu'est-ce qui va se passer également. Par contre, ce que l'on fait, et ce que moi j'aime bien faire en tant qu'investisseur, c'est avoir des scénarios, travailler des hypothèses justement de travail, et voir ces choses-là. Et au fur et à mesure, on commence à avoir des éléments supplémentaires, et on va surpondérer un scénario plus qu'un autre, etc. Donc voilà un petit peu où on en est. Et là, mon but pour moi, c'est de vous partager ouvertement. Quand vous voyez la pièce, aujourd'hui, on a tendance à voir que le côté face. J'ai envie de vous partager le côté pile vis-à-vis de ce que je vois. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires également à me dire ce que vous en pensez, évidemment. Et donc pour moi, ça enrichit le débat, bien évidemment, et le fait d'avoir tous les éléments, les arguments et les contre-arguments, ça permet à chacun d'être un petit peu plus objectif, justement, et de pas nécessairement se faire influencer que par un chemin de pensée. C'est ça pour moi qui est très important quand on est investisseur. C'est finalement pas d'être optimiste et pas d'être pessimiste, hein. C'est finalement d'être opportuniste dans le sens où voilà, c'est comme quand vous avez du vent, le but c'est pas justement de continuer à cravacher contre le vent ou en pensant qu'il va changer. Le but c'est d'adapter ses voiles. Alors j'ai oublié la personne, c'est une citation, hein, j'ai oublié la personne qui a fait cette citation, mais voilà, je rendrai dans les commentaires à César ce qui appartient à César, et donc je vous mettrai cette citation, et pour moi c'est réellement la citation d'excellence de l'investisseur, pas que d'ailleurs, hein, ça peut être utilisé dans la vie en général, mais voilà un petit peu une philosophie en fait de voir les choses, toujours essayer de voir les deux côtés de la pièce, et pas justement ne voir qu'un côté, parce que là on biaise finalement son jugement, et ça évidemment, au bout d'un moment, on finit par le payer également. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas dans les commentaires, on partage et on en discute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette. Comme ça, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Excellente journée à vous les graphes. Salut!